Tous, merci d'être avec nous en direct pour cette nouvelle conférence semestrielle des études économiques de BNP Paribas. Nous sommes donc en ce mardi après-midi en direct avec vous pour la première diffusion, la plus interactive, celle à laquelle vous allez pouvoir participer. Ou si vous nous regardez plus tard, en replay. En tous les cas, merci d'être présent. Et un autre merci pour votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à répondre présent à ce rendez-vous que nous vous donnons tous les semestres. Plusieurs centaines à vous être inscrits dès que vous avez entendu parler de la thématique de cette nouvelle conférence. Plusieurs milliers à nous avoir suivis sur le replay de la conférence du mois de juin. Donc merci à tous d'être présents. C'est un plaisir de travailler pour vous et de vous savoir aussi nombreux de l'autre côté du poste. Alors évidemment, vous êtes, vous, collaborateurs BNP Paribas, habitués à cet événement. Les clients qui sont désormais invités sont les bienvenus et sont présents. Alors c'est un cercle élargi, ce qui nous amène à débuter par un disclaimer, une clause de non-responsabilité que je vous lis. Dans le cadre de la directive des marchés d'instruments financiers MIF 2, nous vous précisons que les différentes présentations auxquelles vous allez assister cet après-midi, ainsi que les propos qui seront tenus lors de cette conférence, ne constituent pas des conseils en investissement. Voilà qui est dit, nous allons maintenant développer le programme avec une thématique qui est tout à fait dans l'air du temps de cette fin 2024, les conséquences économiques du retour de Donald Trump. C'est un sujet qui effectivement va bien au-delà des seules conséquences économiques. Les médias ont couvert évidemment sa réélection et sans doute son investiture, ce sera au mois de janvier prochain. Alors que l'on soit des supporters ou des détracteurs de Donald Trump, dès qu'on en parle, il y a beaucoup de superlatifs qui viennent. On va éviter de tomber là-dedans et nous intéresser, nous, beaucoup plus à son programme économique, aux conséquences que cela va avoir. Avec, dans un premier temps, une séquence en 3 chapitres. Quelles seront les conséquences directes pour les États-Unis, pour le marché intérieur. Ensuite, nous verrons quelles seront les conséquences pour les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Et puis enfin, quelles seront les conséquences pour les relations entre les États-Unis et les pays émergents. À la fin de cette séquence, vous pourrez évidemment nous poser vos questions, vous le savez. C'est un événement interactif. Dans la pièce à côté, il y a les modérateurs qui sont là pour classer vos questions et nous les distribuer à la fin de chaque chapitre. Et puis donc, second temps, après, nous nous arrêterons sur le volet énergétique et climatique de Donald Trump. On sait qu'il est très pro-business, ce qui n'est pas toujours favorable à l'environnement. Alors entre ses promesses électorales, la réalité de ce qui sera mis en place sur le terrain, où se situera le curseur entre activité, énergie et surtout environnement. Nous en parlerons dans un second temps avec Jean-Luc Proutat et Pascal Deveau qui nous rejoindront pour un deuxième plateau. Vous avez le programme, tout le monde doit être connecté, il est temps de débuter notre première partie. Jingle. Nous débutons ce premier plateau avec la nouvelle chef économiste de BNP Paribas, Isabelle Mattéo-Silago. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir de t'avoir pour cette conférence semestrielle. Le hasard du calendrier fait que dans ta vie professionnelle, tu as beaucoup été aux États-Unis ou travaillé avec le monde anglo-saxon, ce qui va nous apporter un éclairage pertinent en guise d'ouverture. Tu as donc pu suivre ce qu'était le premier mandat de Donald Trump. Il y a eu ensuite 4 années démocrates sous l'ère Biden. Trump va revenir donc aux affaires à partir du mois de janvier. Qu'est-ce qui a changé? Quel est l'état économique du monde aujourd'hui et quelles vont pouvoir être, selon toi, ces premières mesures mises en place à partir de début 2025? Peut-être commençons par l'état de l'économie mondiale. Elle se porte en fait plutôt bien, malgré une certaine morosité ambiante. Ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'on a eu un resserrement des politiques monétaires d'une brutalité absolument historique. Et en partie grâce à ça, en large partie grâce à ça, l'inflation à peu près partout dans le monde est revenue dans le voisinage des objectifs des banques centrales. Et ce qui est remarquable, c'est que ça s'est produit sans casser la croissance. La croissance a vraiment résisté et les taux de chômage sont à des niveaux historiquement bas à travers le monde. Alors, naturellement, tout ceci n'est pas complètement homogène. De manière générale, les services performent beaucoup mieux que l'industrie. L'industrie a du plomb
plomb dans l'aile à travers le monde depuis maintenant plusieurs trimestres. Et naturellement, les économies qui sont plus portées par l'industrie, comme l'Allemagne par exemple, souffrent. Donc l'Allemagne, oui, stagne depuis 3 ans. À l'inverse, des économies plus portées sur les services, comme l'Espagne ou d'ailleurs les États-Unis, ont des taux de croissance très élevés. Donc des disparités, mais une situation plutôt bonne sur le plan économique. Quand on parle de l'actualité politique, le bilan est plus mitigé, hein, beaucoup d'extrêmes qui pointent, beaucoup d'élections cette année également. Quel est ton point de vue à ce niveau-là ? Alors effectivement, il y a eu un nombre record d'élections à travers le monde en 2024 et dans une très grande majorité des cas, les dirigeants qui étaient au pouvoir soit se sont fait chasser, soit ont perdu une partie importante du soutien qu'ils avaient dans leur parlement respectif. Donc effectivement, il y a un message de mécontentement très fort de la part des électeurs et de mon point de vue, ça c'est lié au fait que le choc inflationniste est toujours très présent dans les mémoires, dans les esprits. Et tout simplement lié au fait que même si les salaires ont maintenant rattrapé le niveau d'inflation des prix, le niveau des prix lui-même est en moyenne pratiquement 25% plus haut qu'il y a juste quelques années, juste avant la pandémie. Et ça reste un sujet de ressentiment très fort pour les consommateurs, particulièrement les plus modestes. Alors concernant Trump, qu'est-ce qui nous attend ? Déjà, quels sont les traits de caractère qui n'ont pas changé chez le personnage qu'on a connu aux affaires sur son premier mandat ? Alors, il reste quelqu'un de fondamentalement provocateur et imprévisible. Donc tout ça, tout ce que je vais vous dire est à prendre un petit peu avec un grain de sel en termes de ce à quoi on peut s'attendre. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des idées, des partis pris, on peut dire, en matière de politique économique qui sont très forts et qui ont toutes les chances de le rester. Donc par exemple, les droits de douane, c'est formidable. Les énergies fossiles, c'est merveilleux. Par contre, les impôts, on n'aime pas, la réglementation, c'est mauvais, les dépenses sociales, c'est mauvais. Donc voilà, en gros, le tableau auquel on peut s'attendre. Mais c'est vrai qu'il l'exprime pratiquement de cette façon. Un sujet, verbe, complément, une idée par phrase, c'est sa façon effectivement d'haranguer les foules. Et ça marche effectivement très bien. Donc ça, c'est pour la continuité du personnage. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans cette nouvelle mandature ? Il y a sans doute des erreurs qu'il a commises la première fois, qu'il ne commettra pas. À quoi faut-il s'attendre pour le Trump 2.0 ? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est d'une part, il est beaucoup mieux préparé à l'exercice du pouvoir. Ouais. Il a pu constater, non sans frustration, lors de son premier mandat, qu'il y avait finalement, aussi bien dans son équipe que dans l'administration, des forces, je dirais, équilibrantes, des garde-fous. Bon, cette fois, il a bien l'intention de ne pas se laisser encombrer de garde-fous, et on voit bien qu'il a commencé à un rythme assez rapide les nominations à des postes clés, notamment au poste économique, mais pas seulement. Donc, on peut s'attendre à une mise en œuvre, je dirais, sans entrave, finalement, de son programme politique. Et puis, je dirais, c'est peut-être encore plus important, l'économie dont il va hériter au mois de janvier est très différente de celle qui existait quand il a pris les commandes en janvier 2016. Et donc, s'il s'attend à ce que l'économie réagisse de la même manière, eh bien, il risque d'avoir des surprises. Je vais juste citer quelques statistiques. Les taux de la Fed en janvier 2016, on était en dessous de 0,50 points de base. On est 400 points de base au-dessus. La dette publique est 20 points de PIB plus élevée. Les taux à long terme sont plus élevés. On est dans une économie aujourd'hui qui est au plein emploi. Donc et l'inflation, qui était depuis longtemps en dessous de la cible des 2%, est maintenant au-dessus. Donc tout ça fait un contexte très différent qui devrait amener à une réaction très différente de l'économie aux mêmes mesures. Voilà pour cette introduction. Merci beaucoup Isabelle. Tu nous suivras et on te retrouvera tout à l'heure dans la suite de cette conférence. On va s'intéresser précisément au marché domestique états-unien, ce qui n'est pas rien, 330 millions de consommateurs, une des premières économies du monde. Avec toi, Saïd, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anis, bonjour pardon. À toutes et à tous. Excuse-moi. Premier éclairage avec toi. À quoi faut-il s'attendre pour le retour de Trump à partir du 20 janvier ? Que va-t-il se passer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche ? Eh bien, le message central, ou peut-être le titre du teaser de cette saison 2 de Donald Trump pourrait être plus haut, plus fort, puisque Donald Trump est de retour à la présidence avec la ferme volonté de reprendre et de terminer le travail initié entre 2017 et 2021. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur une victoire nette lors de l'élection présidentielle, sur une majorité républicaine dans les 2 chambres du Congrès, ainsi que sur le retour d'expérience de son premier passage à la Maison-Blanche. Néanmoins, ce retour ne vient pas sans incertitude, sans imprévisibilité, de termes qui, je crois, définissent assez bien Donald Trump. Il n'empêche, sur ses fondamentaux politiques, il faut attendre des développements qui oscillent entre prolongement et amplification du chemin tracé lors de son premier mandat.
En revanche, une différence clé réside dans la différence d'environnement macroéconomique dans lequel son élection intervient cette année ou en 2016, ce qu'Isabelle a décliné précédemment. Parlons un petit peu des fondamentaux de sa politique. On disait que c'est quelqu'un qui est très, très lisible, qui sait bien enroguer les foules. Quels seront les principaux piliers sur lesquels il va fonder justement sa politique à venir? Tout à fait. Alors nous identifions 4 piliers qui résument, je pense, assez bien l'approche de politique économique de Donald Trump. Le premier a trait à sa politique fiscale. En la matière, il faut attendre un prolongement du TCJA, à savoir le Tax Cuts and Jobs Act, qui fut un peu la loi budgétaire signature de son premier mandat et qui consiste essentiellement en un important package de baisse d'impôts, y compris sur le capital et sur les plus hauts revenus. La campagne fut également l'occasion d'annonces de baisse d'impôts qui dépasserait le scope du TCJA, mais leur concrétisation est plus incertaine. Ensuite, Trump se caractérise par une importante volonté de dérégulation. C'est un point qui est susceptible de générer des effets positifs sur la croissance, notamment par le canal de l'investissement. En revanche, le point noir de cette approche dérégulationniste, entre guillemets, est qu'elle s'étend aux problématiques environnementales. Poursuivons avec l'immigration. Il serait difficile, disons, d'expliciter un peu le corpus trumpien sans évoquer ce sujet, sur lequel la campagne fut là l'occasion de promesses, je pense, irréalistes, notamment en matière de nombre de reconduites à la frontière. Mais il faut tout de même attendre une diminution significative du nombre d'entrées nettes aux États-Unis par année, lors des années à venir, tout simplement. Enfin, le dernier élément de cette déclinaison, mais pas le moins important, loin s'en faut, est le commerce extérieur que Trump envisage sous un angle protectionniste avec des droits de douane supplémentaires à venir. Alors justement, il n'a pas attendu dès son élection, au lendemain même, dans sa première intervention, il parlait de droits de douane, il annonçait des chiffres qui étaient très importants, on y reviendra, on va les citer assez souvent parce que c'était assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'il faut attendre sur ce point entre les annonces et ce que sera la réalité ? Alors, commençons par les annonces. Trump, en campagne, a annoncé des droits de douane de 10 à 20% sur l'ensemble des importations de biens aux États-Unis, avec une exception notable qui serait la Chine, dont les biens bénéficieraient ou seraient pénalisés plutôt par des droits de douane qui s'élèveraient à 60%. Ceci étant, il existe une forte incertitude au regard des choix qui seront effectivement faits, comme du calendrier de leur mise en place, mais ceci ne contredit pas le fait que Trump souhaite s'attaquer à cette dimension avec une vigueur renouvelée ou multipliée pour ce second mandat. Plus concrètement, au terme d'une introduction séquencée, on s'attend à ce que le tarif effectif sur les importations en provenance de Chine s'élève à 40%. Il faut savoir qu'actuellement, il est à 15%, et que le tarif moyen sur les importations en provenance du reste du monde, donc de l'Union européenne, s'élève à 5% contre 2% actuellement. Il faut souligner, pour terminer sur ce point, qu'il s'agit du tarif du droit de douane effectif moyen, ce qui implique que certains produits spécifiquement ciblés pourraient faire l'objet de droits de douane qui outrepassent largement ce seuil. Ces plans politiques qui sont très, très tranchés, quelles conséquences pourraient-ils avoir d'un point de vue macroéconomique pour les États-Unis ? Bien, il faut d'abord souligner que le gros de l'impact du programme politique de Donald Trump sur la croissance est davantage à attendre pour 2026. À court terme, son élection n'a pas bouleversé les prévisions de croissance, qui restent sur l'idée d'un ralentissement d'une économie actuellement peut-être au-dessus du plein emploi de son niveau de long terme vers un niveau un peu plus équilibré, avec un taux de croissance annuel moyen qui s'élèverait à 2,1% en 2025 contre 2,8% attendu en 2024. Cela étant dit, je pense que le message central serait que les projets de Donald Trump sont associés à un agrandissement du risque inflationniste. Il y a 2 explications à cela. La première réside dans les plans douaniers évoqués précédemment, dans la mesure où ce sont les consommateurs qui supporteront au bout de la chaîne le surcoût lié à l'augmentation des droits de douane. Le second élément a trait à la politique migratoire, dans la mesure où il faut s'attendre à des pressions à la baisse sur l'offre de travail qui, en retour, vont induire un retour des tensions sur le marché de l'emploi, tout simplement. De plus, l'implémentation de baisses d'impôts, alors que l'économie se situe proche du plein emploi, est de nature à réduire leur efficacité d'une part et à agrandir le risque inflationniste d'autre part. Par conséquent, on s'attend à une réaccélération de l'inflation en 2025 à partir du T2, autrement dit à partir du début de l'application du programme économique de Donald Trump. Ceci implique que le scénario états-unien en général passe de l'idée du soft landing, de l'atterrissage en douceur, autrement dit un retour de l'inflation à sa cible de 2% sans occasionner de récession économique, vers le no landing, pas d'atterrissage lié justement à ce redécollage de l'inflation. Alors si inflation il y a, la Fed sera là pour réagir, on peut attendre des actions assez fortes.
naturellement, un regain d'inflation conduira ou contraindra la Fed à maintenir une politique monétaire restrictive, donc à interrompre le cycle d'assouplissement débuté en septembre. C'est pourquoi, si nous continuons d'attendre une baisse pour la réunion de politique monétaire du mois de décembre de 25 points de base, nous attendons une cible de taux stable sur l'ensemble de l'année 2025 à 4,5% en limite supérieure. Et les conditions financières s'en trouveront d'autant plus resserrées que l'endettement fédéral américain, en relation avec le PIB, est sur une trajectoire haussière, ce qui suppose une augmentation à venir des rendements obligataires. Et finalement, cette combinaison de prix plus élevés, taux d'intérêt plus élevés, va peser sur la demande, donc sur la croissance que nous attendons en ralentissement en 2026 à 1,3% sur l'année. Alors quand on parle de la Fed, il y a évidemment les actions qu'elle va mener. Il y a également les hommes, puisqu'il n'y a pas eu de nomination à la Fed pour l'instant, mais on sait que c'est un des objectifs de Donald Trump. Tu confirmes ? Effectivement, de façon plus générale, l'idée d'une possible remise en cause ou tentative de remise en cause à venir de l'indépendance de la Fed a été très présente, au moins en toile de fond, durant la campagne électorale. Et il est, je pense, acquis que Trump va tenter en 2026 de nommer une personnalité plus accommodante en remplacement de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale. Jérôme Powell, dont le mandat arrive à expiration en 2026. Ceci étant dit, je pense qu'il existe quand même un framework institutionnel qui est là pour garantir ou protéger l'indépendance de la Fed. Celle-ci inclut la structure du Conseil des gouverneurs, le fait que si le président nomme des personnalités pour rejoindre le dit Conseil des gouverneurs, ces personnalités sont soumises à une confirmation indispensable du Sénat. Et pour finir, il y a le fait qu'il est quasiment impossible légalement pour le président de démettre un peu d'autorité à un membre du Conseil des gouverneurs. Donc, évidemment, le sujet de l'indépendance de la Banque centrale a tendance à être un peu effrayant dans la mesure où les conséquences pourraient être dramatiques si cela devait advenir. Néanmoins, ces garde-fous institutionnels font, je pense, que le risque est peut-être surévalué. On va donc suivre ça de très très près. Merci beaucoup, Anis. Merci. Les questions, si vous en avez pour les États-Unis, vous pouvez déjà les poser et on te les portera d'ici quelques minutes quand on aura terminé notre tour de table. Stéphane, j'en viens à toi, bonjour. Bonjour. Alors, les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe, ça va nous concerner directement, avec évidemment des leviers pour Trump 2.0 pour agir justement sur ces échanges commerciaux. Quels seront les leviers, les intermédiaires qui auraient le plus d'impact dans les relations avec l'Europe et sur qui ? Quel pays ? Oui, alors dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que Trump pourrait paradoxalement se révéler plutôt positif pour l'économie européenne, puisque la première version de Trump l'a été, globalement. Ça a permis de maintenir la croissance aux États-Unis et ça a été un débouché en croissance pour beaucoup d'économies européennes, notamment l'économie allemande. Donc cette première version, si on la résume, c'était notamment des baisses d'impôts qui ont soutenu la croissance américaine, de la dérégulation, tout ce qu'a indiqué Anis, et qui est plutôt, au moins dans un premier temps, positif pour l'économie. Donc ça, ce sont des éléments qui devraient perdurer. Par contre, évidemment, la politique commerciale avec plus de tarifs douaniers, là, c'est difficile de dire que ça sera positif, au moins dans un premier temps. Et on devrait avoir un impact plus important sur l'économie européenne. Quels sont les pays et les secteurs qui potentiellement seraient les plus impactés ? Alors, ce qu'on a observé, c'est que l'excédent commercial européen avec les États-Unis a plutôt augmenté ces dernières années, et que l'Allemagne en fait à peu près la moitié. Donc c'est cible privilégiée, du coup. C'est une cible qui peut apparaître privilégiée, oui, effectivement. Et quand on regarde les autres pays qui pourraient être affectés, ce sont des pays qui, pour la plupart, ont une base industrielle plutôt importante. Donc l'Italie aussi, c'est la deuxième industrie européenne, plutôt peut-être un peu moins la France, du coup, mais on y reviendra un peu après. Et quand on regarde l'industrie, notamment l'Allemagne, les principaux excédents commerciaux concernent l'automobile, concernent les machines et équipements, concernent les équipements électriques et les biens intermédiaires. Quand on parle de biens intermédiaires, on parle de chimie, plastique, caoutchouc, métallurgie, ce type de secteur-là. Donc ce sont les secteurs qui sont à risque. Dans le premier mandat de Trump, on avait eu des tarifs douaniers sur l'acier, c'était un exemple. Et là, on pourra avoir davantage de tarifs sur davantage de secteurs, puisque cette version 2 de Trump est davantage préparée, nous l'avons entendu, et donc pourrait mettre davantage en œuvre son programme initial. Alors, et la France dans tout ça, on y vient. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors la France a l'avantage de ne pas avoir d'excédent commercial avec les États-Unis, ce qui fait qu'elle ne ressort pas particulièrement, contrairement à d'autres pays. C'est même un léger déficit de 2 milliards d'euros. Et quand on regarde son principal secteur d'exportation, et ses principaux même, on pourrait élargir secteurs d'exportation vers les États-Unis, ce sont des secteurs qui soit n'ont pas d'excédent,
non plus, comme l'aéronautique. C'est la première exportation française vers les États-Unis, mais c'est en déficit bilatéral. Il y a de plus une imbrication assez forte entre les différentes entreprises qui sont parties prenantes. Il y a une co-entreprise dans les turboréacteurs. Il y a des fournisseurs à la fois d'Airbus aux États-Unis et de Boeing en Europe. Donc si on sanctionne ce secteur-là, on se coupe un bras. Il y a une interdépendance, effectivement. Effectivement, il y a une interdépendance. Et si on a les autres secteurs qui sont importants pour les exportations françaises vers les États-Unis, on peut parler du luxe, on peut parler des boissons. Et ce sont des secteurs sur lesquels il y a peu d'avantages à retirer de mettre des tarifs douaniers additionnels. On ne va pas relocaliser la production de champagne aux États-Unis. Ça paraît assez peu probable. Belle image, effectivement. Donc, situation particulière pour la France qui pourrait nous protéger dans les rapports commerciaux directs, mais est-ce que finalement le risque principal ne viendrait pas par effet ricochet de nos échanges commerciaux avec l'Allemagne ? Ça pourrait. C'est vrai que 13,3% des exportations françaises se dirigent vers l'Allemagne et simplement 7,8% vers les États-Unis. Donc, c'est un débouché plus important. Et quand on regarde les relations entre la France et l'Allemagne, 40% des exportations françaises vers l'Allemagne correspondent à des intrants industriels. Donc, si l'Allemagne subissait des tarifs douaniers plus importants sur ses biens finaux, comme l'automobile notamment, ça aurait un impact par ricochet sur les exportateurs français qui fournissent des métaux, des plastiques, des pneumatiques pour l'automobile allemande. Venons-en aux politiques monétaires. Essayons de nous projeter dans l'avenir. Et alors, quid de l'inflation et quid de la politique de la BCE à terme ? Alors, si aux États-Unis, l'impact de Trump sur l'inflation est relativement clair, on l'a entendu avec Anis tout à l'heure, c'est un peu moins clair en Europe, puisqu'on a des effets ambivalents. On aurait un effet de la hausse des tarifs douaniers et de l'inflation américaine un peu plus importante qui serait d'un côté, mais on a des tendances déflationnistes aussi par ailleurs dans l'économie mondiale, déjà présentes en Chine. La Chine exporte plutôt de la déflation, et on en discutera de nouveau avec François tout à l'heure. Mais ça pourrait, la montée des tarifs protectionnistes aux États-Unis pourrait engendrer une réponse de politique économique en Chine qui serait d'exporter davantage la déflation et d'être davantage en situation de surcapacité. Et puis en Europe, on a une industrie qui apparaît relativement plutôt en surcapacité également, qui est l'industrie allemande, et dans laquelle il pourrait y avoir aussi des tensions déflationnistes. Et l'un dans l'autre, ça veut dire qu'on pourrait avoir une inflation qui globalement resterait relativement inchangée par rapport à ce qu'on anticipait avant la mise en œuvre de ces tarifs douaniers, ce qu'on aurait anticipé avant la mise en œuvre de ces tarifs douaniers. Alors comment ça va se refléter à la fois dans les taux d'intérêt et sur le taux de change euro-dollar ? Alors sur le taux de change euro-dollar, on va peut-être commencer par là. C'est vrai qu'on peut anticiper que ces politiques mises en œuvre par l'administration américaine aient un impact positif sur le dollar, que ce soit un dollar fort, mais est-ce qu'un dollar fort signifie un euro faible ? C'est ça aussi qu'il faut regarder pour l'inflation importée. Alors certes, on a certains biens qui sont tarifés en dollars, le pétrole est libellé en dollars, donc de facto, quand l'euro se déprécie par rapport au dollar, ça a un impact d'inflation importée. Mais par ailleurs, en termes de taux de change effectif, si on a un dollar qui monte, on peut anticiper, on en rediscutera de nouveau avec François tout à l'heure, que des devises asiatiques répondent différemment et peut-être se déprécient, donc l'euro en taux de change effectif pourrait être beaucoup plus stable que cela. Et l'effet d'inflation importée pourrait être du coup gérable pour la Banque centrale européenne. Un peu plus d'inflation aux États-Unis, un taux de change avec des pressions relativement gérables et peut-être une conjoncture un peu plus négative dans notre appréhension, puisque nous venons de mettre à jour notre scénario économique dans notre appréhension récente en Europe. Un peu moins de tension inflationniste, donc des effets qui se compensent. Et globalement, une politique monétaire de la BCE qui, pour nous, ne change pas en termes de cible de terminal de taux d'intérêt. On anticipe 2% de taux directeur au printemps prochain. C'est ce qu'on anticipait déjà avant l'élection de Donald Trump et c'est ce qu'on continue d'anticiper après l'élection de Donald Trump. Effectivement, je vous invite à suivre la conférence semestrielle qu'on avait faite au mois de juin où on évoquait justement ce taux cible de 2% et cette politique de la BCE. Merci beaucoup. Des questions peut-être pour nos échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis. N'hésitez pas à les poser. Elles arriveront sur le chat d'ici une dizaine de minutes. Isabelle, je me tourne vers toi à nouveau. On vient d'entendre beaucoup de changements quand même sur cette arrivée de Trump au pouvoir. Est-ce que, alors je vais le mettre entre guillemets, ça ne pourrait pas être un électrochoc positif pour le vieux continent qui ronronne un peu? Est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une belle opportunité pour nous finalement? Alors ça pourrait, et pour être honnête, l'Europe en a bien besoin.
Je crois que c'était en fait le message, à mots pas vraiment couverts d'ailleurs, de Mario Draghi dans le rapport qu'il a remis début septembre aux dirigeants européens. L'Europe est en train de décrocher, que ce soit en termes de PIB par habitant, en termes de productivité, d'investissement et fondamentalement de capacité à assurer son avenir de manière souveraine et autonome. Donc il y a urgence à agir sur une multitude de fronts et en général, ce genre de rapports sont mis dans un tiroir et oubliés encore plus rapidement qu'ils n'ont été écrits. Et cette fois, je pense en partie grâce à cet électrochoc de l'élection de Donald Trump, les dirigeants européens, au contraire, s'en sont saisis, l'ont étudié à fond, sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient assez largement d'accord avec le diagnostic et qu'ils étaient par contre assez largement en désaccord avec les recommandations et ce qu'il faut en faire, en tout cas en désaccord entre eux. Et donc maintenant, ils se sont dit, on va essayer de se mettre d'accord et ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins il y a une intention d'action et ça c'est positif. Toujours au niveau communautaire, je pense qu'il n'est pas anodin de noter que la semaine dernière, la Commission européenne a finalement signé un accord avec les pays du Mercosur, un accord de libre-échange concernant à la fois les biens et les services pour créer un marché de 700 millions de consommateurs. 25 ans après l'ouverture des négociations, le moment n'est pas anodin, comme je le disais, on est à un moment charnière où les nuages protectionnistes s'accumulent. C'est important pour l'Europe de signaler qu'elle reste ouverte au commerce international. C'est un fondement de sa prospérité. C'est un message important pour le reste du monde que de signaler que l'Europe reste désireuse de commercer avec tous ceux qui le souhaitent dans des termes justes. Et puis, dernier point, au niveau national aussi, on voit les effets de cet électrochoc. L'Allemagne, tout le monde avait une coalition de gouvernement assez dysfonctionnelle. On s'attendait tous à ce qu'il y ait un an de paralysie politique. Eh bien, pas du tout. Le jour même de l'annonce de l'élection de Donald Trump, le chancelier a décidé de tirer la bobine et de faire tomber son gouvernement en quelque sorte. Et on va avoir des élections anticipées au mois de février qui vont permettre de débloquer la situation plus rapidement. Et l'enjeu numéro 1, l'un des principaux enjeux de cette élection, c'est maintenant que faire de ce fameux debt break, cette règle constitutionnelle qui a été un frein extrêmement puissant à l'investissement public. Et l'Allemagne a beaucoup besoin d'augmenter son investissement public. Et là, d'un seul coup, il semble y avoir un consensus qui se forme en quelques semaines sur l'idée que oui, ce serait quand même bien de desserrer un peu cet étau du frein à l'endettement. Donc tout ça est assez positif. Donc c'est vraiment un moment d'opportunité. On ne peut pas être sûr que les actions vont être prises, mais en tout cas, il y a des éléments pour être optimiste. Déjà beaucoup de réactions par anticipation. Effectivement, c'était bon de le signaler. Dernier chapitre dans cette première partie, on s'intéresse donc aux relations commerciales entre les États-Unis et les pays émergents. Avec toi, François, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je reviens très rapidement sur ces annonces du 26 novembre, le lendemain de l'élection, et il parle immédiatement de taxes douanières vers le Canada, vers le Mexique et vers la Chine. On sent que c'était un sujet qui était très, très prégnant chez lui. Ça faisait des années qu'il dormait là-dessus et qu'il avait envie de rétablir ces taxes à l'entrée qui sont très, très fortes. Ça ne va pas être sans conséquences sur les pays émergents. Est-ce que tu peux nous en offrir un rapide panorama ? Alors, oui, tout à fait. Alors d'abord, rappelons que ça va avoir un impact assez massif sur le commerce international. Ouais. Alors, il y a deux études qui ont été publiées, l'une en septembre par le Peterson Institute for International Economics, et puis qui était un think tank américain, et puis le Centre d'études et de prospective internationale, qui est le CEPI, qui est un think tank français qui a été publié en novembre. Et d'après le CEPI, on aura un impact sur le commerce mondial négatif d'un peu plus de 3%. Donc, ce qui est loin d'être négligeable. C'est un peu moins que le choc de 2020, mais enfin, ça reste assez significatif. Alors, en termes de PIB et pour les pays émergents, alors sans surprise, il y a deux pays qui vont être le plus affectés, évidemment, la Chine, de l'ordre entre 1 et 1,5 points de PIB de choc négatif à l'horizon 2026, avec un scénario avec des mesures de rétorsion de la part des autres partenaires des États-Unis, et puis un impact sur le Mexique, qui est un partenaire privilégié, et dans la simulation du Peterson Institute for International Economics, ils partent sur le principe que le pays sera affecté. Et là, on aura un impact sur le PIB mexicain de l'ordre de 1 point, ce qui n'est pas négligeable. En revanche, ces simulations montrent que sur les autres pays émergents, les impacts ne sont pas si élevés que ça.
ce qui nous semble un peu étonnant parce que vu les menaces que profère Trump, on peut s'attendre quand même à une contraction assez importante du commerce international. Alors après, si on voit par zone, alors il y a une chose un peu évidente, c'est que l'Asie et même l'Amérique latine seront plus affectés que les pays d'Europe centrale, tout simplement parce que pour les deux premières zones, la part que représentent les États-Unis dans les exportations des pays, c'est entre 10 et 20% de leurs exportations, tandis que pour les pays d'Europe centrale, c'est moins de 5%. Juste, il y a 6% pour la Turquie. Donc, on a un impact direct qui serait plus important pour l'Asie et pour l'Amérique latine. Alors, cela dit, pour l'Amérique latine, les choses sont pas aussi évidentes parce que ce qu'on peut craindre de la guerre commerciale, c'est que ça a un impact négatif sur les prix des matières premières. Or, on sait que les pays d'Amérique latine sont de gros producteurs et exportateurs de matières premières. Donc, même s'ils ne sont pas trop insérés dans les chaînes de valeur mondiales par rapport à l'Asie et l'Europe de l'Est, ils pourraient pâtir d'une baisse des cours des matières premières. On était là sur l'impact commercial, impact financier à attendre aussi. Alors, l'impact financier, oui. Alors, évidemment, ce qui a été dit par mes collègues, c'est en gros un dollar plus fort et des taux d'intérêt qui seraient plus élevés plus longtemps. Ça, c'est un mix qui est assez mauvais pour les pays émergents parce qu'il y a beaucoup d'investissements de portefeuille qui se sont investis et qui pourraient revenir vers les États-Unis selon le flight to quality effect, bien connu pour les pays émergents. Alors cela dit, par rapport au passé, la courroie de transmission est quand même moins importante. D'une part parce que, en ce qui concerne les États des pays émergents sont très largement endettés dans leur monnaie nationale et non pas en dollars. Et le deuxième point, c'est que même s'il y a des investissements de portefeuille qui peuvent se retirer du jour au lendemain, la part des investisseurs domestiques dans les dettes publiques nationales a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc il pourrait y avoir un effet, mais il sera atténué, en tout cas sur les taux domestiques. Et de fait, on n'en voit pas beaucoup depuis les annonces à la fois de l'élection de Trump et puis les annonces de ces mesures. Deux exceptions à signaler tout de même sur cette Alors, deux exceptions, oui, tout à fait. En ce qui concerne les États, c'est la Turquie et l'Égypte. Dans les deux cas, la part de la dette en devise est très importante. En revanche, il faut faire une distinction entre les deux pays. Il y en a un pour lesquels les finances publiques ont été plutôt assainies, voire même fortement améliorée. C'est le cas de la Turquie, puisqu'on s'attend à ce que le taux de dette publique ne soit que de l'ordre de 20%, peut-être 25% d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, c'est quand même très peu. Ouais. Et le déficit, pour l'instant, en dehors du coût de financement du tremblement de terre qui a eu lieu l'année dernière, le déficit est plutôt bien tenu. En revanche, pour l'Égypte, eh bien, c'est un pays qui a besoin de financement extérieur pour pouvoir assurer le service de sa dette extérieure. Donc, beaucoup plus vulnérable que la Turquie. 20% tu dis pour la Turquie versus plus de 100% pour la France, et c'est juste pour avoir l'ordre de grandeur en tête. Effectivement, c'est significatif. Alors, quelle peut être la réaction de la Chine, puisqu'on sait que le commerce États-Unis-Chine est absolument primordial. L'un ne peut pas se passer de l'autre. Leurs deux économies sont vraiment très liées. Ils sont dans une guerre économique larvée depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réaction de la part de la Chine après ces annonces de Trump ? Alors d'abord, on peut attendre tout simplement des rétorsions, Ouais. Des mesures équivalentes. Faut rappeler que depuis 2018, même si les États-Unis ont ouvert le feu en augmentant les tarifs douaniers, les Chinois ont répondu et le taux moyen de tarifs douaniers sur les produits américains est passé de 8 à 20%. Donc on n'est pas loin du 15% qu'évoquait Anis tout à l'heure. Donc déjà, c'est la première chose. Et puis très récemment, d'ailleurs, les Chinois ont décidé de réduire les ventes de certains matériaux qui sont critiques pour les États-Unis et de les interdire purement et simplement de la même façon que les Américains ont interdit la vente de puces électroniques aux fabricants chinois. Donc il y a un jeu de rapport de force que les Chinois vont avoir. Alors parallèlement à ça, pour en revenir
sur la situation économique en Chine, qui est assez difficile, le gouvernement va continuer de prendre des mesures pour soutenir la demande domestique de manière à compenser l'impact qu'il va forcément y avoir sur les exportations et qui expliquait les résultats des simulations. Alors, quelles mesures? On peut en lister quelques-unes? Alors, en fait, les Chinois vont utiliser toute la palette. Hein. Ouais. On a la politique monétaire, ils vont continuer à baisser probablement les taux d'intérêt, ils vont essayer de stimuler l'achat de logements pour faire sortir le pays de sa crise immobilière. La politique budgétaire, les autorités vont probablement prendre des mesures pour continuer de soutenir le revenu des consommateurs et de ce fait la consommation. La politique de change, il est possible que les autorités monétaires acceptent une dépréciation du taux de change, ce qui va, avec la déflation que Stéphane mentionnait tout à l'heure, va rendre le taux de change et le taux de change réel, c'est-à-dire y compris l'impact des prix encore plus compétitifs. Ça concerne également la politique financière. Les Chinois ont décidé d'augmenter les émissions de dette obligataire pour financer l'investissement public, des émissions de dette obligataire de manière à pouvoir échanger la dette des véhicules de financement des collectivités locales qui pèsent sur les finances des collectivités locales et in fine pour essayer de soutenir l'investissement public. Et enfin, la politique industrielle, parce que les autorités monétaires vont essayer de subventionner les secteurs et les entreprises qui peuvent gagner des parts de marché ailleurs qu'aux États-Unis, sachant que ce marché va se réduire si Trump met à exécution ces menaces protectionnistes. Ouais. On verra entre ce qui a été annoncé et la réalité, il y a souvent un gap politiquement, donc on verra ça. Dernière question, est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants pour les autres pays? Et puis, question dans la question, est-ce qu'il y en a qui pourraient profiter de la stratégie de contournement des mesures protectionnistes de la part de la Chine? Bon, alors là, le message n'est pas très simple, mais globalement, ce qui risque de passer, c'est que... alors, je mets de côté l'Amérique latine, qui est un cas très particulier. Si on prend l'Asie et l'Europe centrale, qui sont des pays purement industriels, notre avis, c'est que l'Asie sera un peu mieux épargnée par les mesures imposées par Trump. D'une part parce que naturellement, ils sont mieux insérés dans les chaînes de valeur chinoises, et donc si les Chinois relocalisent leurs exportations, ils vont en bénéficier plus que les pays d'Europe centrale. Et puis, deuxièmement, en ce qui concerne les investissements directs, et en fait la relocalisation des exportations passe... en tout cas en ce qui concerne la stratégie chinoise, par une augmentation des investissements directs qui vont de pair, de manière à pouvoir délocaliser une production qui serait affectée par les tarifs douaniers vers d'autres pays, de la part des entreprises chinoises. Les investissements directs sont quand même beaucoup plus massifs et dirigés vers les pays d'Asie que les pays d'Europe centrale. Le Vietnam en bénéficie énormément, mais aussi la Thaïlande et l'Indonésie. Alors en Europe centrale, il y a deux cas particuliers qui sont la Hongrie et la Serbie, deux pays qui ont reçu beaucoup d'investissements directs, enfin de façon très récente, et pas dans les mêmes montants que les investissements de la Chine sur les pays d'Asie. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les pays d'Europe centrale, comme les autres pays d'ailleurs de la zone euro, vont être concurrencés frontalement par la Chine sur le marché européen. Parce que l'essentiel des produits qui sont exportés sont des produits finis. Donc là, on n'a pas des produits complémentaires, on a des produits qui sont substituables. Donc les pays d'Europe centrale vont en pâtir de la même façon que les autres pays de la zone euro. Et enfin, troisième point, en ce qui concerne les pays d'Europe centrale et également de la Turquie, les coûts salariaux et donc les coûts salariaux unitaires ont très fortement augmenté au cours des dernières années. Il y a eu des rattrapages en termes de salaires réels très importants, à la fois en Europe centrale, mais également en Turquie. Et ce qui fait que l'évolution du taux de change réel de ces pays par rapport à la Chine, eh bien, étant très défavorable pour ces pays, avec une très forte augmentation de leur taux de change réel vis-à-vis de la Chine. Et ça va rendre la concurrence des produits chinois encore plus vive.
Donc, de beaux sujets à développer dans les prochaines conférences semestrielles en perspective. On a beaucoup de questions. La première concerne, Anis, ton intervention sur les États-Unis. Je te la livre. L'autre dimension du policy mix que tu as évoqué rapidement tout à l'heure, avec la détérioration de la situation budgétaire évoquée en creux, faut-il s'inquiéter effectivement de ces dérapages planche à billets qu'on a connu, beaucoup, dettes abyssales qui ne cessent de grimper aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut essayer de prolonger les courbes ? Il est vrai, de façon surprenante, ce sujet de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis a été relativement absent de la campagne présidentielle, et ce, en dépit de l'immanquable détérioration des métriques. Isabelle a mentionné tout à l'heure une dette publique qui est autour de 120% du PIB. Le déficit est actuellement autour de 6,5 points de PIB, ce qui constitue des niveaux inédits hors période de guerre et de récession. Et la situation est vouée à se poursuivre, à se détériorer plus amplement à l'avenir, selon les diverses estimations du FMI ou du Congressional Budget Office. Néanmoins, il est patent que cela ne soulève pas d'inquiétude particulière aux États-Unis pour le moment, et ceci tient dans ce particularisme américain qui est sous-tendu par le fait que le pays émette la monnaie de réserve internationale et par le rôle central des bons du Trésor américain sur les marchés financiers en tant que benchmark, en tant qu'actif sans risque. Donc il est clair que tout ceci protège en quelque sorte les États-Unis. Néanmoins, je pense tout de même que cette position singulière sera testée dans les années à venir au fil de l'augmentation attendue de l'endettement public et si de nouveaux chocs macroéconomiques ou financiers devaient survenir. En attendant, cette détérioration des métriques budgétaires n'est pas sans conséquence, puisque les taux d'intérêt auxquels les États-Unis empruntent se sont appréciés tout de même sensiblement au cours des dernières années. La charge d'intérêt est de plus en plus importante, avec l'effet d'éviction associé par rapport à d'autres dépenses publiques qui pourraient être jugées plus utiles ou plus productives. Une question concernant l'Europe pour toi, Stéphane, il y en a même deux. Finalement, est-ce que le salut de l'Europe ne dépendrait pas de la faculté de l'Allemagne à enfin soutenir son investissement, alors même que les États-Unis et la Chine le font déjà ? Oui, et ça serait un réveil tardif, parce que ça fait quelques années que l'Allemagne sous-investit, notamment du point de vue de l'investissement public, mais même au niveau de l'investissement dans l'industrie. Mais parfois, il faut des chocs pour se réveiller et voir ce qu'il faut faire. Donc globalement, ça serait le positif dont parlait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire une situation compliquée qui nous pose face à deux solutions, soit trouver la solution, soit le déclin. Et cet arbitrage-là, l'Allemagne l'a déjà eu par le passé, au moment des réformes sur le marché du travail en 2005, qui ont ouvert à une période de croissance assez longue et assez positive, où l'Allemagne surperformait au niveau de la croissance européenne. C'est déjà une situation qui avait duré pendant longtemps de basse croissance, et à terme, au bout du compte, on avait eu cette réaction. Et ce travail fait sur la compétitivité, sur la flexibilisation du marché du travail à l'époque, qui avait été une réforme très utile pour l'Allemagne. Donc aujourd'hui, investir davantage, développer le potentiel de production dans les services, investir plus là-dedans, qui est l'avenir. La voiture, elle est électrique, mais elle aura aussi beaucoup de logiciels à l'intérieur. Il se trouve que la première capitalisation boursière du DAX, c'est SAP. Donc c'est pas un hasard, et c'est pile dans ce qu'il faut faire à l'avenir. Il faut plus de SAP en fait en Allemagne. Question peut-être monde, je ne sais pas. Est-ce que l'arrivée de Trump au pouvoir ne va pas accélérer les flux commerciaux au niveau des BRICS ? Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, et les BRICS qui continuent de s'élargir. D'après toi ? Oui, en tout cas, en ce qui concerne déjà la Chine et le Brésil, c'est sûr. Ouais. On va avoir, il y avait déjà beaucoup de flux commerciaux, mais ça ne peut que s'intensifier parce que, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai mis l'accent sur le marché européen qui va être une cible alternative pour la Chine face aux rétorsions américaines, mais les Chinois vont essayer d'étendre leur marché un peu partout, et donc ils vont le faire là où les marchés sont les plus importants. Donc il est clair que les grandes économies, alors je ne mettrai pas la Russie dans ce cas pour des raisons très spécifiques, mais pour les autres pays, il est clair que la Chine et les entreprises chinoises vont essayer de développer le plus possible ces marchés-là de manière à supporter à soutenir leur croissance. Oui, tout à fait.
Et si je peux ajouter un mot bien là-dessus, je crois que les économies émergentes, dans leur grande majorité, reconnaissent que le commerce international est un facteur important de croissance pour eux. Et donc, c'est l'autre partie de l'équation qu'expose François. Toutes ces économies ont envie de continuer à croître leur participation à des chaînes de valeur mondiales, à jouer le rôle de connecteur le plus possible entre les différents blocs qui sont en train d'apparaître. Et donc, c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis quelque temps, cette montée des échanges sud-sud en quelque sorte, et vraisemblablement ça ne pourra qu'être renforcé si les États-Unis s'engagent dans une direction protectionniste, encore plus protectionniste. Je fais une synthèse très rapide d'autres questions qui reviennent à dire effectivement, est-ce que l'avenir ne serait pas finalement à investir plutôt qu'à exporter? Tu l'as évoqué en... Oui. Effectivement, on peut se poser cette question, et à chaque fois que les exportations ont patiné, c'est la question qu'on s'est posée par le passé, donc c'est effectivement une très bonne question. Et notamment dans la réaction de l'Allemagne à ce qui peut se passer en termes de relations commerciales avec la Chine, c'est ce qu'on observe. Il y a une spécialisation de la Chine qui grignote la spécialisation allemande. Ils vendent moins d'automobiles en Chine. Et les investissements directs allemands ont battu des records en fait, vers la Chine ces derniers trimestres. Donc c'est aussi ce qui pourrait être fait aux États-Unis. C'est aussi ce que feront les Chinois en Europe. Au lieu d'exporter depuis la Chine, ils construiront leurs voitures en Europe. Donc c'est investir sur place. Et c'est ce que pourrait faire l'Europe aussi aux États-Unis. Au lieu de construire en Europe, voire au Mexique, construire aux États-Unis pour contourner ces barrières douanières. Merci à vous qui nous avez nourris de ces questions, d'où l'intérêt de nous suivre en direct pendant la première diffusion. Merci messieurs d'avoir été sur ce plateau et d'avoir apporté la richesse de vos interventions. Vous allez nous laisser. Isabelle, en revanche, tu vas rester avec nous, bien évidemment, parce que tu concluras tout à l'heure cette partie. Nous passons au deuxième chapitre de cette conférence semestrielle et nous évoquons les enjeux énergétiques et climatiques. C'est parti. Je l'ai. Alors, Pascal et Jean-Luc nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Une réponse collective. C'est ce que j'ai remercié les hommes qui étaient avec nous tout à l'heure, car ils sont partis, mais Isabelle reste bien avec nous pour conclure tout à l'heure. Alors, deuxième sujet, et c'est peut-être la principale fracture entre les Républicains et les États-Unis, encore plus avec Trump qui affiche très clairement et assez régulièrement ses idées climato-sceptiques. Ce sont les questions énergétiques et climatiques qui vont plus que jamais diviser les États-Unis. Alors on sait que Trump est un fervent défenseur des énergies fossiles. Il avait développé le gaz de schiste qui avait déjà été lancé sous l'ère Barack Obama, mais il l'avait amplifié. Il avait ouvert de nouvelles zones de forage en Alaska, sur des endroits qui jusqu'ici étaient des zones protégées et interdites de prospection. On entend qu'il est vraiment très proactif, très pro-business. Et Pascal, tout au long de sa campagne, il n'a cessé de continuer d'affirmer ses positions. Très sincèrement, ça fait partie de ses promesses. Et avec notamment, derrière ça, au-delà du business, l'idée de défendre l'American Way of Life, qui est très consommateur d'énergie. Prendre sa voiture et faire des milliers de kilomètres, c'est très fréquent aux États-Unis. Et avoir accès à une énergie pas chère, ça fait également partie de cette façon de vivre dont les Américains ne veulent pas se débarrasser. La solution de Trump, c'est de mettre beaucoup d'énergie sur le marché pour faire baisser les prix. Ça reste très accessible. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors non, forcément, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord remettre quelques éléments en perspective. Depuis le premier mandat de Trump en 2016, la production de pétrole américaine a augmenté de plus de 50%, donc c'est vraiment devenu un acteur majeur du marché. Depuis 2023, les États-Unis sont le premier exportateur mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié.
Donc on peut dire sans aucune hésitation que les États-Unis ont une influence importante sur le marché du pétrole et donc sur les prix. Alors pour revenir à ta question sur ces déclarations de campagne qui visent à augmenter la production de pétrole pour peser sur les prix, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le secteur pétrolier américain est dominé uniquement par des entreprises privées et que ce sont ces entreprises privées qui vont décider ou non d'investir dans des nouvelles capacités de production. Donc même si le gouvernement fédéral assouplit les réglementations pour faciliter le nouveau forage, notamment sur les terres fédérales, qui représentent à peu près 25% des terres possibles exploitables, au final, ce seront quand même les entreprises privées qui vont maximiser leurs revenus et qui vont décider d'investir ou non. Et actuellement, on est dans un marché du pétrole dont les prix sont plutôt orientés à la baisse. Et par ailleurs, on a un coût de production des producteurs américains qui est relativement élevé, notamment par rapport aux producteurs moyen-orientaux, par exemple. Donc on peut supposer que ces entreprises pétrolières américaines privées vont privilégier la redistribution de revenus à leurs actionnaires plutôt que d'investir dans des nouvelles capacités de production dans un marché dont les perspectives sont pour le moins incertaines, voire très mitigées. Donc ce sera un premier frein à cette volonté strictement politique de Donald Trump, la réalité économique, la réalité, la vraie vie, il y a ce qu'on pense, qu'on souhaite, et puis ce qui se passe dans les faits. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs? Et alors en disant ça, j'ai un mot qui est très très fort dans ma tête, et je pense que ceux qui nous suivent aussi l'ont. Si on parle de géopolitique, ça peut être quelque chose quand même qui est oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est souvent deux termes associés, marché de l'énergie et géopolitique, ça va un peu ensemble. Ce qu'on voit, c'est que la situation géopolitique internationale est très différente de ce qu'elle était par rapport au premier mandat de Trump, et qu'on a notamment un niveau de tension géopolitique beaucoup plus élevé au Moyen-Orient, qui est bien sûr la principale zone de production de pétrole et aussi de gaz dans une moindre mesure. Un autre élément à prendre en compte par rapport à ce risque géopolitique au Moyen-Orient, c'est encore une fois cette déclaration de campagne qui voudrait interdire les exportations iraniennes de pétrole. Pour l'instant, les conséquences que ça pourrait avoir sur le marché du pétrole restent assez incertaines. Ça va dépendre beaucoup des décisions des producteurs du Golfe. Les producteurs du Golfe sont les seuls qui disposent de capacités de production inexploitées et qui peuvent mettre sur le marché assez rapidement. Donc soit ces producteurs du Golfe remettent du pétrole sur le marché pour compenser la baisse liée à la baisse des exportations iraniennes, donc ils regagnent des parts de marché, ou soit ils temporisent pour laisser le prix du pétrole remonter et donc faire augmenter leurs revenus qui sont essentiellement des revenus qui finissent dans les caisses des gouvernements des pays du Golfe. Là encore, je reviens à ma même conclusion qu'après ta réponse précédente. Il y a une volonté politique, elle est très forte. Mais il y a des réalités économiques, des réalités géopolitiques, et il va falloir composer avec. La vérité sera entre les deux. Oui, tout à fait. Et a priori, on peut penser qu'en tout cas à court terme, l'impact des décisions du gouvernement fédéral seront très limités. Et l'augmentation de la production de pétrole américaine en 2025, elle va être essentiellement due à des gains de productivité, pas à des décisions politiques pour l'instant. Et ça se met aussi dans un cadre plus général où on a un marché du pétrole qui suit une tendance baissière. Alors c'est à la fois dû à une demande qui est peu dynamique, notamment en raison du ralentissement chinois, et c'est dû aussi à l'augmentation de la production de pétrole des pays non membres de l'OPEP. Donc on a bien sûr les États-Unis, mais on a aussi le Canada et des pays d'Amérique du Sud tels que le Brésil ou le Guyana. On évoque depuis le début de cet entretien le pétrole. Il y a une autre source d'énergie qui est très très importante et sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, c'est le gaz. Depuis la fin de Nord Stream, il y a une très forte dépendance de toute l'Europe au gaz liquéfié naturel qui vient des États-Unis, qui arrive par bateau. Quid de cette source d'énergie ? Alors en effet, a priori, on peut penser que Trump aura plus d'impact sur le secteur gazier que sur le secteur pétrolier. Alors c'est vrai que c'est une question très importante pour la sécurité énergétique européenne. Le marché du gaz européen est actuellement assez tendu, essentiellement pour des raisons politiques. Et depuis la forte baisse des exportations russes de gaz vers l'Europe, on continue à dépendre un peu du pétrole russe, mais beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié à l'Europe. Et il y a environ 18% des importations totales de gaz
qui proviennent des États-Unis et qui vont à destination de l'Europe, si on considère à la fois le gaz liquéfié et le gaz sous forme gazéifiée. Si on revient au marché du gaz américain, il faut vraiment distinguer les éléments de court terme et les éléments de moyen terme. À court terme, en fait, on assiste à un certain nombre de retards dans la mise en œuvre de nouvelles unités de liquéfaction de gaz et ça devrait pousser un peu les prix du gaz américain à la hausse, en tout cas à court terme. On entend à chaque fois, hein, quel que soit le domaine énergétique auquel on s'adresse, c'est qu'il y a une volonté politique de faire vite, mais que la réalité sera plus à moyen terme. Les conséquences de la politique viendront à échéance 6 mois, 1 an, 2 ans. Je ne sais pas quelle échéance on peut donner, mais c'est du moyen terme. Oui, alors ici, pour nous, le moyen terme, on est plutôt dans une échelle de temps de 4, 5, 6 ans. Donc c'est un peu plus loin. Et en effet, les conséquences des décisions fédérales se feront sentir à moyen terme, parce que ce seront essentiellement des actions qui vont impacter la réglementation, un peu comme sur le pétrole. Donc on devrait avoir la fin du moratoire sur les nouvelles exportations de LNG. On devrait avoir des nouvelles autorisations de mise en œuvre d'unités de liquéfaction. Donc tout ce nouveau gaz va arriver sur le marché à moyen terme, ce nouveau gaz américain. Ouais. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à moyen terme, il va arriver sur le marché en même temps que d'autres producteurs qui vont aussi augmenter leur production, notamment le Qatar. Le Qatar va augmenter sa production de plus de 60% à horizon 2028-2030. Donc à moyen terme, on aura beaucoup de gaz qui va arriver sur le marché et il y a possiblement un risque de surabondance de gaz par rapport à la demande. Donc évidemment, possiblement une pression à la baisse sur les prix du gaz à moyen terme. Merci beaucoup, Pascal. Jean-Luc, je me tourne vers toi. On entend à travers ces propos le souhait de Trump d'être très proactif sur tout ce qui est énergie fossile, que ce soit effectivement gaz ou pétrole. Ce qu'on entend aussi, donc là, c'était très clairement dans son discours, c'est son climato-scepticisme. Et il l'a également presque verbalisé, en tous les cas c'est comme ça qu'on l'interprète, un souhait de sortir les États-Unis des accords de Paris, qui datent de la COP21, c'était en 2015, ce sont des accords qui, juste pour rappel, visent à limiter les émissions des différents gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète. C'est un accord majeur à l'échelle mondiale, et Trump voudrait s'en affranchir. Est-ce que finalement, le climat n'est pas le plus grand perdant de cette élection, pour le faire simple ? Oui, alors, il faut être honnête ou réaliste. Le retour aux affaires de Donald Trump n'est pas a priori une bonne nouvelle en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Comme tu l'as dit, Trump se situe clairement dans le camp des climato-sceptiques, ce qui pose une véritable question quand on est amené à diriger un pays qui reste encore aujourd'hui l'un des principaux pourvoyeurs de gaz à effet de serre de la planète. Juste quelques chiffres. Depuis la révolution industrielle, les États-Unis sont responsables à peu près du quart des émissions de CO2 accumulées et chaque Américain émet en moyenne 17 à 18 tonnes d'équivalent CO2 à l'année. C'est 2 fois plus qu'un Européen, 17 fois plus qu'un Africain. Donc il est bien évident que les États-Unis ont un rôle majeur dans l'évolution du climat et que imaginer pouvoir progresser sur cette question sans les États-Unis est difficile. C'est un début un peu pessimiste, mais réaliste que tu nous proposes là. Alors cependant, il ne faut quand même pas confondre, parce que ça c'est important, Trump et les États-Unis. Déjà, on est sur un espace fédéral, ça veut dire qu'il y a des gouverneurs qui sont là pour administrer chacun leur État, avec des vraies volontés politiques. Et si on regarde les chiffres, il y a quand même des signes d'encouragement, parce que les États-Unis, dans leur globalité, ont commencé déjà à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Tu confirmes ? Oui, absolument. Depuis une quinzaine d'années, c'est une tendance qui est lourde. Les émissions de CO2 des États-Unis ont baissé d'à peu près 20% en cumulé. Ça, d'ailleurs, c'est significatif. Alors c'est moins qu'en Europe, mais enfin, ouais. c'est quand même assez remarquable. Ça a d'ailleurs continué sous la première présidence de Trump. Donc c'est également à noter. Alors c'est vrai que les États-Unis restent encore très largement dépendants et assis sur les énergies fossiles, puisque ça représente au niveau national 80% de leur mix énergétique. Mais comme tu l'as dit, il y a certains États qui ont pris de l'avance dans leur décarbonation et qui jusqu'à se rapprocher des meilleurs standards européens en la matière. Alors celui dont on parle le plus souvent, c'est la Californie, c'est ça ? Oui, c'est le cas le plus connu évidemment. La Californie produit déjà une électricité qui est décarbonée à plus de 60%.
Donc ça se joue entre un mix nucléaire et énergie renouvelable. Et ils visent 100% à horizon 2030-2035. Et ils ont de bonnes chances d'y parvenir pour ce qui est de la production d'électricité. Puis il y a d'autres exemples auxquels on ne pense pas spontanément, comme celui du Texas, qui est surtout connu pour son pétrole et son univers impitoyable, pour ceux qui ont des Alors pour les moins de 20 ans, voilà, c'est une célèbre série qui s'appelait Dallas. Voilà, et qui néanmoins, en fait, progresse à vitesse grand V sur l'énergie solaire. En fait, est en train de rattraper la Californie en termes de capacité de production, ce qui montre bien que l'État soit démocrate ou républicain, puisque le Texas est républicain et la Californie plutôt démocrate. La réalité du terrain dépasse un petit peu le clivage des discours politiques et elle répond plus à des impératifs économiques et ce qui porte les énergies renouvelables, surtout le solaire et l'éolien, avant tout aux États-Unis comme ailleurs, d'ailleurs, c'est l'effondrement de leurs coûts. Depuis une quinzaine d'années, l'éolien terrestre a baissé en coût de production de pratiquement 70% et le photovoltaïque de 90%. Donc c'est véritablement là que se situe le moteur. Donc on entend également le souhait du Texas de rester un acteur dans l'énergie, que ce soit le pétrole ou les énergies. Exactement, ils changent de source graduellement. Mais bien négocier leur virage. Avec des tels résultats en termes d'augmentation de l'efficience des panneaux solaires, de réduction des coûts, Trump ne peut pas faire grand-chose. On est d'accord? Alors, je ne pense pas que la prochaine administration américaine puisse complètement mettre à plat l'Inflation Reduction Act, par exemple, qui encourage la transition énergétique des États-Unis, ne serait-ce que déjà, même parce que ça peut s'avérer rentable et que les entreprises américaines elles-mêmes y sont très attachées. Donc, ce sera peut-être un premier frein. Ceci dit, pour rebondir sur ce que disait Pascal, la transition énergétique, elle peut être freinée malgré tout par Trump si, par exemple, l'affaiblissement des lois environnementales amenait à faire baisser considérablement le prix du gaz de schiste, et qui rentrerait là un peu plus souvent dans les équations qu'on peut faire entre différents systèmes. Et puis il ne faut pas oublier également que en matière de lutte contre le réchauffement climatique, tout ne se joue pas aux États-Unis, mais beaucoup sur le terrain de la coopération internationale, et notamment de l'aide que l'on peut apporter aux pays en développement pour eux-mêmes se décarboner. Donc c'est plutôt un terrain de multilatéralisme, et on sait que ce n'est pas une notion à laquelle le président Trump est très attaché. Donc de ce point de vue-là, le signal est peut-être de la réaction de Trump n'est peut-être pas le meilleur qu'on puisse avoir. Effectivement. Voilà pour ces éclairages qui, j'espère, vous auront donné une vision assez large des perspectives économiques qui nous attendent et puis leurs conséquences sur l'environnement et le climat. Une question pour l'instant. Pensez-vous que l'élection de Trump est responsable de l'échec de la dernière conférence sur le climat qui s'est tenue en Azerbaïdjan? Alors j'ai planté, c'était il y a une dizaine de jours, je crois. Oui, c'est ça. Oui, à Bakou, et les résultats, oui, n'étaient pas extrêmement enthousiasmants. Oui, ils ont pu paraître décevants, c'est vrai, mais ils sont quand même à relativiser. D'ailleurs, cette question, elle tombe très bien, puisqu'il va y avoir un podcast consacré à cette COP. Donc voilà, je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent prochainement. Probablement que ça a joué, parce qu'on sait très bien que dans la perspective de cette élection, il y a des acteurs qui ne se sont pas mobilisés autant qu'il aurait fallu. Peut-être que les résultats, notamment précisément en termes de financement mobilisé pour les pays émergents, n'ont pas été à la hauteur des enjeux souhaités. Mais je ne parlerai quand même pas d'échec. C'est un échec à relativiser. Notamment, il y a eu des avancées importantes sur le marché des échanges de crédits carbone, par exemple. Oui. Donc, probablement un petit peu responsable, mais à la marge malgré tout. Cette COP n'est pas totalement un échec. Alors c'est une question un peu piège, mais je la tente quand même. Il faut connaître le chiffre ou pas. Donc voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Vous le savez ou pas, côté émissions, les États-Unis sont 2 fois plus polluants que les Européens, 17 fois plus que les Africains, et par rapport aux Chinois. 2 fois plus également, c'est à peu près, oui, les émissions de CO2 par tête, c'est à peu près comparable maintenant entre l'Union européenne et la Chine. La Chine émet beaucoup plus que l'Union européenne, mais ils sont également beaucoup plus nombreux. Oui, ils sont plus d'1 milliard. Et donc la courbe des émissions par tête est en train de se rejoindre. Mais enfin, les États-Unis sont hors concours avec quelques autres pays, notamment ceux que couvre Pascal, mais en tant que grande nation, c'est de loin l'endroit où le taux de CO2 émis par tête est le plus élevé. On en est au bout des questions pour l'instant. Je m'en permets une ultime prospective. Comme ça, on a évoqué la sortie des accords de Paris de Trump. Ce sera réellement le cas où on peut imaginer que la communauté internationale va réagir en face et essayer de temporiser un petit peu ça?
C'est difficile, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais... Peut-être que Isabelle aura une opinion. Je crois quand même que par rapport à ce qui a été annoncé, cette sortie me paraît plus probable qu'autre chose. Mais à moins qu'il y ait un adulte dans la pièce, peut-être pour raisonner. C'est l'expression anglo-saxonne. Oui, d'autant que bon, si on pousse un peu plus loin le raisonnement, les États-Unis eux-mêmes ont intérêt à ce que les grands partenaires se décarbonent de manière accélérée. En fait, c'est un jeu en fait finalement auquel tout le monde a intérêt à participer. Mais je ne suis pas à la place du président élu. Nous le suivrons et ça nous donnera sans aucun doute d'autres occasions, de belles thématiques à développer durant ces conférences semestrielles. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de vos interventions là aussi. Merci. Isabelle, on va terminer avec toi, si tu veux bien. Alors, pour rester dans les expressions anglo-saxonnes, il y a le takeaway qu'on évoque. Alors, ça marche quand on va prendre du takeaway food, hein, la nourriture emportée. J'en prends beaucoup quand j'ai cherché mes burgers aux États-Unis, mais ça marche aussi dans les conférences. Quelles sont les idées, les 2 idées forces, par exemple, à garder en tête après nos échanges d'un petit peu plus d'une heure cet après-midi? Certes, il faut pas se mentir, on est dans un environnement qui est lourd d'incertitudes et l'élection de Donald Trump, ou le retour de Donald Trump aux affaires est à l'origine d'un certain nombre. Et puis il y en a par ailleurs d'autres, y compris à l'extérieur du champ économique. Mais je crois qu'il ne faut pas se laisser envahir par le pessimisme. Tout d'abord parce que les fondamentaux ne sont pas tous merveilleux, mais dans l'ensemble sont quand même forts. Donc ça, c'est une source de résilience pour les économies en général. Et puis surtout, les différents acteurs économiques qui vont se retrouver l'objet de chocs venant des États-Unis ont une capacité d'action, ont une capacité de réaction. Les banques centrales peuvent baisser leurs taux, les différents ministères des Finances peuvent se remonter les manches et faire les réformes structurelles dont on parle depuis des années. Et donc, c'est aussi une période d'opportunité, de changement accéléré. Et je crois qu'il faut surtout ne pas se laisser envahir par une forme de paralysie. On est dans un environnement très, très dynamique, c'est déconcertant, mais il y a plein de choses à faire et il faut rester optimiste. Un très beau message de fin. Embrassons le changement avec enthousiasme. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir ouvert et clos également cette conférence. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura été à la hauteur de vos attentes. Vous, les quelques centaines qui nous avaient suivis en direct et milliers qui viendront après avec les replays. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, la prochaine conférence semestrielle, ce sera à la fin du mois de juin. À très bientôt et bonne fin de journée.